Bonsoir, lundi 20 janvier, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce journal. Emmanuel Macron réunit 200 patrons de grands groupes français et mondiaux. Le 3e sommet Choose France se déroule aujourd'hui au château de Versailles. Un objectif, inciter à investir en France. Nous serons sur place dans un instant. Amor Pail sera candidat pour la 2e fois aux élections municipales. Ismail Avan, membre de l'opposition de gauche, mènera la liste Morpa Dynamique et Solidaire. C'est dans la page dédiée en fin d'édition. Et puis à Guyancourt, un festival consacré au 7e art. La semaine du cinéma étranger débute à partir d'aujourd'hui. Au programme 4 films et 6 courts-métrages projetés. Un événement préparé par les étudiants de l'UVSQ. À suivre également tout à l'heure ce qu'il faut retenir des résultats sportifs du week-end. Mais direction tout de suite le château de Versailles. Le président de la République qui réunit des patrons français et étrangers. 3e édition du sommet Choose France. Nicolas Dandry, bonsoir. Vous êtes sur place pour la rédaction de TV 78. Environ 200 grands groupes sont représentés au château de Versailles aujourd'hui. Effectivement, Grégory, ça a commencé avec le déjeuner avec les membres du gouvernement et ces grands patrons venus du monde entier. Les membres du gouvernement ont ensuite rencontré ces patrons. Objectif pour eux, vanter l'attractivité économique et financière de la France. Présents aussi des parlementaires de la République en marche des Yvelines, et parlementaires, députés et sénateurs. Et notamment, écoutez Marie Lebec, parlementaire de la République en marche des Yvelines. Beaucoup d'interrogations bien sûr sur la réforme des retraites, sur comment est-ce que ça a impacté notre capacité à réformer, puisque bien sûr c'est ce que les investisseurs vont regarder, et en même temps le fait de considérer que la politique que l'on mène depuis 2 ans et demi, elle a permis d'alléger un certain nombre de contraintes. Annoncé dans la journée, Ericsson, le groupe de télécommunications suédois, qui annonce ouvrir son centre de recherche et développement pour développer la 5G à Massy, au pôle d'innovation de Paris-Saclay. Écoutez le PDG de cette entreprise et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, vanter les mérites de ce pôle d'innovation. Si on le met là pour le moment, c'est parce qu'à côté de chez nous, il y a le Paris-Saclay. Et là, on y trouve à la fois des compétences, on y trouve des industries et on peut construire un écosystème qui va être favorable à notre développement. On regarde beaucoup d'événements sportifs comme étant un élément tangible d'implémentation des cas d'usage de la 5G. Spécifiquement le vélodrome, pas forcément, mais s'il y a une opportunité pour le faire, on le fera. Une véritable opportunité pour Ericsson de se trouver là encore dans un écosystème académique excellent, et puis ce qui nous permettra de porter la question de la 5G avec une vision beaucoup plus nationale et européenne. Au total, 8 milliards d'euros d'investissements ont été annoncés durant cette journée. Merci Nicolas Dandry qui est présent au château de Versailles pour cette 3e édition du sommet Choose France. Et en marge de cette actualité, 45e jour de grève contre la réforme des retraites. Plusieurs organisations réunies en intersyndicale en ont profité de la venue du chef de l'État pour une action. Une centaine de personnes a participé à cette mobilisation dans les rues de la Cité Royale. Un cortège réunissant CGT, FO, FSU et Solidaire qui a défilé de la gare des Chantiers jusqu'au château de Versailles. Au chapitre économie, toujours cette démarche pour le moins originale pour trouver de nouveaux collaborateurs. Candidats et recruteurs se rencontrent grâce aux arts martiaux. C'est le groupe Thales implanté à Élancourt qui a proposé cette session particulière de recrutement. C'était en fin de semaine dernière au Palais des Sports de la ville. Le reportage de Nicolas Dandry. Du karaté, du taekwondo, du kendo à la place de l'entretien d'embauche traditionnel, voilà la session de recrutement organisée par Thales. Une vingtaine de candidats a participé à cet événement innovant, un premier contact établi avec les recruteurs à travers une initiation à ces disciplines. Ça change énormément du recrutement habituel, en fait, ça permet vraiment d'être décontracté et de voir une autre vision en fait, du recrutement classique. Au début un peu stressé, intimidé parce qu'on connaît personne, et puis petit à petit en fait, on communique facilement et on se met à l'aise très vite. Candidats et recruteurs se retrouvent au même niveau dans une position d'apprentissage des arts martiaux, le moyen de déceler des potentiels pour le site Thales d'Élancourt. Je pense que ma relation en tant que manager avec mes collaborateurs et la confiance que je leur donne et que je leur attribue, je trouve qu'on retrouve cette image-là dans les arts martiaux. Je trouve que
déjà le comportement, la posture, le dialogue qui s'instaure, la fluidité qui peut s'installer entre nous, rien que par un petit échange, on décèle ça, on décèle cette ouverture, oser, essayer. Je trouve que ça transparaît tout de suite dans l'échange. J'ai déjà envie de retrouver des jeunes filles avec qui j'ai discuté là et voilà, d'en savoir plus sur elles. Respect, détermination, agilité et écoute, les valeurs défendues par Thalès, des comportements essentiels dans la pratique des arts martiaux. L'attitude corporelle, il y a les personnes qui vont y aller tout de suite, s'impliquer dans la démarche. Ce qui s'applique aux arts martiaux peut s'appliquer dans le monde professionnel. Après l'initiation, les candidats ont pu échanger avec les recruteurs, des discussions autour des postes proposés par le groupe industriel spécialisé dans le secteur de la défense. D'arts martiaux, il en était question ce week-end à Guyancourt. La ville a posé samedi la première pierre symbolique de 2 nouvelles salles dédiées à la pratique au gymnase Maurice Baquet. Les travaux ont débuté lundi et devraient durer 1 an. Un équipement de 800 mètres carrés avec en plus des 2 salles, des vestiaires et salles de rangement. Il profitera en tout à 600 adhérents des 7 associations d'arts martiaux guyancourtoises. Les propos sont recueillis par Marilène Yapichino. Cette salle, elle leur est évidemment de manière tout à fait prioritaire dédiée, puisque jusque-là, ces clubs et associations utilisaient par exemple des gymnases. Voilà. Et donc ça va avoir comme effet domino fort important de pouvoir ensuite faire bénéficier à d'autres associations les créneaux de gymnase qui vont ainsi être libérés. Habituellement, on s'entraîne dans une salle de boxe et en fait, on est plutôt à l'étroit. Là, ce qui va changer, c'est que maintenant, ça sera vraiment une salle d'arts martiaux. Et quand on dit salle d'arts martiaux, la plupart du temps, les salles d'arts martiaux sont plutôt grandes. Et l'avantage qu'on aura, c'est aussi au niveau du tatami, parce qu'en fait, à la salle de boxe de Guyancourt, c'est pas un tatami. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des entorses, il y a des gens qui se font mal aux pieds. Restez avec nous, les résultats sportifs du week-end à suivre dans quelques minutes. Mais d'abord, une parenthèse culturelle. On reste à Guyancourt. L'association Culture Sans Frontières propose une semaine du cinéma étranger. 4 films et 6 courts-métrages projetés à la maison Martha Pan et aussi à la maison de quartier Joseph Cosma. Pour en parler, 2 invités, Clara Ollier et Israël Batungassana. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc vous êtes tous les deux étudiants en Master 2 projets culturels internationaux. Donc ce projet, on peut le dire, il est tout à fait en lien avec vos études, c'est ça ? Exactement. Israël. En fait, le projet que nous réalisons à partir de cette semaine se déroule dans le cadre de notre projet de collectif de fin d'études. En somme, dans notre classe, nous sommes 19 et il y a 3 groupes. Et chacun des groupes organise un projet. Le nôtre est en lien avec le cinéma, un autre est en lien avec l'opéra et le dernier avec un musée à Versailles. Et vous le faites au travers de cette association Culture Sans Frontières qui existait déjà et qui vous permet d'organiser ce genre d'événement ? Exactement. En fait, l'association a été créée par des étudiants du Master il y a 2 ou 3 ans. Et chaque année, les différentes promos se passent le flambeau afin d'organiser des événements dans la ville de Guyancourt et aux alentours. Alors pourquoi, pour cet événement, pour ce projet que vous menez, vous avez choisi de cibler le cinéma étranger ? Pourquoi ce choix ? Le cinéma étranger, tout d'abord, parce que l'événement s'organise en partenariat avec le FICEP, qui mène un partenariat avec notre master depuis plusieurs années maintenant. Et cet événement est originellement organisé à Paris. Et le FICEP nous a tout simplement proposé de s'inspirer de ce projet et de pouvoir le transposer à un nouveau public, à une nouvelle audience qui se trouve à Guyancourt. Juste le FICEP, pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est le forum des instituts étrangers, le forum des instituts culturels étrangers à Paris. Pardon. Alors, le cinéma étranger, on a compris donc pour ce choix. Comment ça se prépare un tel événement ? Comment on choisit les films ? Comment on programme tout ça ? Alors, on avait le choix parmi une liste de 50 films. Donc après, on a essayé de regarder les films, voir qu'est-ce qui nous plaisait, qu'est-ce qui nous plaisait un peu moins, proposer des thématiques un peu ciblées à un public qui pourrait apprécier ce type de film. Donc là, par exemple, ce soir, on a proposé notre premier film qui est sur la musique électro. Donc on a ciblé un peu des thèmes pour ensuite choisir des films. Après, il fallait négocier aussi les prix de diffusion, etc. Donc ça n'a pas toujours été simple, mais bon, on arrive à avoir une programmation qui nous convient. Donc c'est l'essentiel. Alors si on regarde justement cette programmation, 4 films à l'affiche, des courts-métrages aussi. Alors il y a du cinéma français, taïwanais, autrichien et allemand, avec un intérêt aussi pour le cinéma indépendant. Donc ce choix, comment s'est-il opéré et quel est
Quel est le programme, justement ? Alors le programme, donc ça a commencé ce soir comme je vous disais. Demain on a un autre film qui est projeté, TPE-TIX, donc c'est un film taïwanais, vous venez de le dire. Et donc chaque film, on a essayé de les accompagner avec des interventions. Donc demain on propose un concert par exemple. Mercredi vous avez deux réalisateurs qui viennent. On projette leur court-métrage. Ils ont été sélectionnés au César, enfin présélectionnés pardon. Et jeudi on a un photographe aussi qui nous vient. Donc, votre question, c'était la programmation, et vous en avez dit 2 mots. Donc, il y a du court-métrage, il y a du film projeté. L'idée, c'est de proposer des rencontres à côté. Exactement, voilà, pour accompagner les films, pour proposer quelque chose de nouveau à un public qui n'a peut-être pas forcément l'habitude de rencontrer ce type de films, parce qu'au cinéma, ces films-là ne sont pas proposés, enfin, du moins à Guyancourt, ce n'est pas le cas. Donc, on a essayé d'allier les deux pour proposer une programmation la plus originale, la plus compatible avec le public et nos intérêts à nous aussi, les valeurs qu'on voulait mettre dans le projet. Toutes nos projections sont gratuites, entrée libre, donc c'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur. Il n'y a pas besoin de réservation ? Non, vous pouvez le faire, mais non, on accepte tout le monde. Et on retrouve tout le programme sur l'événement Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Clara, merci Israël pour cette présentation, cette semaine dédiée au cinéma étranger qui se déroule jusqu'à vendredi à Guyancourt. Un autre plaisir après le cinéma, celui de lire, qui a été célébré pendant toute une soirée. La 4e édition de la Nuit de la Lecture s'est déroulée partout en France samedi. À Saint-Quentin-en-Yvelines, la médiathèque des 7 Mars à Élancourt a accueilli un public familial. Retour sur cette manifestation avec Aurélie Ronze et Marilène Yapicino. Parce que de l'autre côté du mur, il y avait il gatto. Un accent chantant qui invitait à l'évasion. Pour cette 4e édition de la Nuit de la Lecture, la médiathèque des 7 Mars à Élancourt avait notamment misé sur ce duo de conteurs et leur spectacle improvisé Rêveurs-Rêveuses. J'aime bien partager les histoires avec les gens. Je trouve que vraiment ça permet de partir dans l'imaginaire et ça nourrit les adultes et les enfants. C'était très bien. Mon petit bébé, il ne comprend pas tout, mais moi, c'était très génial. Ils sont très enthousiastes et l'histoire était magnifique. Objectif de cette manifestation annuelle, mettre en avant la lecture et les lieux associés. Cette année, à Saint-Quentin-en-Yvelines, toutes les animations étaient concentrées à Élancourt. On a mis le focus sur la médiathèque des 7 Mars, qui est une médiathèque particulière. C'est la première médiathèque du réseau. Jusqu'à 21h, le public a pu assister à des spectacles ou encore à des séances de lecture. Ce rendez-vous littéraire marquait également à Saint-Quentin-en-Yvelines le premier temps fort de la 19e édition de la Fête du Conte. Ça serait bien qu'ils fassent ça de plus en plus dans la médiathèque, quoi. Les enfants, ils ont adoré. C'est génial qu'il y ait ça juste à côté. Voilà. Après, on a toujours envie de plus parce que ça nous fait voyager. Et pour donner encore plus envie de dévorer les mots, il était possible de déguster ces personnages de contes préférés sous forme de cupcakes et autres gourmandises. Ce qu'il faut retenir des résultats sportifs du week-end dans les Yvelines avec Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. On commence ce tour d'horizon, Mickaël, par du football américain. Les Templiers d'Élancourt qui ont débuté leur saison en 2e division cette année encore. Les Élancourtois accueillaient ce samedi 18 janvier au complexe sportif Europe les Léopards de Rouen. L'occasion pour les joueurs yvelinois de montrer les muscles et le potentiel de l'équipe dans cette 2e division. Mais le match ne tourne pas en faveur des Élancourtois. Les joueurs locaux sont dominés et perdent la partie sur le score de 22-9. L'objectif de monter en fin de saison n'est pas encore remis en question, mais les joueurs devront trouver rapidement des automatismes pour remporter des victoires. On écoute le directeur sportif. Il y a un mélange d'anciens et de juniors qui sont issus des sections jeunes, qui viennent épauler qui font la première saison en senior. Donc ça change un peu, donc voilà, il faudra un temps d'adaptation. Et voilà, il faut qu'après, je pense que quand ils auront pris leur marque, ils pourront bien apporter à l'équipe, quoi.
Les Templiers joueront leur deuxième match de la saison le samedi 1er février contre les Myrmidons de Savigny. Le Temple, toujours à domicile. Une équipe qui a remporté son premier match de la saison contre Nantes. Du football toujours, mais ce qu'on appelle du soccer de l'autre côté de l'Atlantique, la deuxième division de district de football. Ce dimanche 19 janvier, les Jaunes de Plaisir recevaient les Verts de Rambouillet, 2 équipes à la lutte pour le maintien en D2 de district. Après quelques minutes d'observation, les Rambolitains ouvrent la marque, mais Plaisir revient au score grâce à ce tir en angle fermé 1-1. Un électrochoc pour les visiteurs qui arrivent à marquer 2 fois avant la mi-temps, 3-1 pour Rambouillet. En deuxième période, Plaisir revient avec de meilleures intentions. Le bloc défensif est plus haut et c'est grâce au coup de pied arrêté que les joueurs plaisirois vont revenir au score 2 corners décisifs. 3-3 à 15 minutes de la fin du match. Malgré quelques situations dangereuses, les deux équipes se séparent sur un match nul spectaculaire. Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes dans la course maintien. Rambouillet toujours 9e du classement et Plaisir à 10e. Merci Mickaël et pour ne rien rater, bien sûr, de l'actualité sportive yvelinoise, votre émission Le 7-8 Sport après ce journal, et je crois que vous nous annoncerez une bonne nouvelle côté golf. Je n'en dis pas plus, rendez-vous tout à l'heure. Le journal qui va se terminer tout de suite avec la page municipale. Avec un scrutin au programme les 15 et 22 mars prochains. Maire sortant Bertrand Houillon se lance pour un 3e mandat à Magny-les-Hameaux après des cafés citoyens en décembre afin de dresser le bilan de sa précédente mandature. Il organise en ce début d'année des ateliers citoyens pour préparer son programme. Les précisions de Mélanie Poquet. Un nouveau mandat pour rester dans la continuité. Le collectif Ensemble pour Magny-les-Hameaux se lance dans la campagne municipale autour de Bertrand Houillon, à la tête de la commune depuis 2012. Un engagement collectif autour de 4 grandes orientations: solidarité, participation citoyenne, bien vivre ensemble et transition écologique. Transition écologique, c'est ce qu'on a déjà entamé sur la commune, c'est de continuer de transformer notre commune pour pouvoir l'adapter et lutter contre le changement climatique. C'est des éléments qu'on a déjà commencé en termes de rénovation des équipements publics, en termes de renaturation de la ville, en termes de diversification agricole pour une alimentation locale plus saine, en termes de mobilité avec les circulations douces et nos interventions vis-à-vis de 50 ans en Yvelines et d'Île-de-France Mobilité pour avoir plus de bus, plus d'express. Des ateliers citoyens sont en cours pour finaliser le projet. Si la liste des 29 noms n'est pas encore totalement établie, Bertrand Houillon repart avec un renouvellement de 50% de l'équipe. Je les rejoins parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau solidarité, au niveau associatif, au niveau intergénérationnel dans la commune. Et puis ce qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est une ouverture parce qu'il y a de bonnes idées de partout. Et ce que propose le maire sortant, candidat, c'est justement aller puiser les bonnes idées. Le collectif Ensemble pour Magny-les-Hameaux propose un nouvel atelier citoyen mardi 21 janvier à la salle de festivités. 2 autres candidats se sont déclarés sur la commune: Dominique Gratpin, élu de la majorité de 1995 à 2001, et Lionel Lindemann, actuellement membre de l'opposition. À Maurepas, il sera candidat pour la 2e fois. Ismaïl Havane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition de gauche. Vous êtes la tête de liste de Maurepas Dynamique et Solidaire pour ce scrutin. En 2014, on rappelle que vous aviez totalisé 13,33% des voix au second tour face au maire élu Grégory Garestier et aussi Michel Chapa. Pourquoi se lancer de nouveau dans cette campagne des municipales ? Tout d'abord, c'est un rendez-vous que nous avons donné il y a 6 ans déjà. Je ne sais pas si vous étiez présent au moment des résultats qui était annoncé en mairie, mais j'avais annoncé au Maurepas un rendez-vous dans 6 ans. Nous y sommes, donc je suis candidat pour ce rendez-vous que nous avions donné, et parce que aussi nous avons un certain nombre d'idées et de valeurs à porter dans cette commune qui a besoin, je pense, de changement, de renouveau, et nous allons en parler tout à l'heure. Avec le but peut-être de refaire basculer Maurepas à gauche. La ville l'a été pendant 25 ans sous l'égide de Georges Mougeot avant de basculer à droite en 2014. Un scrutin où la gauche était partie divisée. À l'époque, il y avait 3, même 4 listes de gauche au premier tour. Pas d'union également au deuxième tour. Et visiblement, là, la gauche ne va pas repartir unie, encore une fois, pour cette élection. Alors je ne sais pas de quoi vous parlez. Pour être honnête, en 2014, puisque vous parlez de 2014, 3 adjoints se sont présentés à la municipale. 3 adjoints de l'ancienne majorité de Georges Mougeot. Majorité à laquelle je n'appartenais pas, donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2014, ma liste était,
était l'union de la gauche, pour le coup, puisqu'il y avait le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste. Donc l'union de la gauche était faite à cette époque-là, en tout cas pour notre part. Et aujourd'hui, il faut se tourner vers l'avenir, ça c'est le passé, et parler des projets qui intéressent les Morpasiens. Et nous sommes dans une logique complètement différente que je souhaite exposer ce soir. Bon, il y avait quand même plusieurs listes de tendances de gauche en 2014. Alors cette fois-ci, vous mènerez cette liste avec à vos côtés Martine Fayol, qui fait partie de votre groupe d'opposition. On sait que vous avez une sensibilité à gauche. Ismaïla Vann, vous êtes d'ailleurs toujours adhérent au Parti socialiste, même si vous dites vous en êtes éloigné depuis 2017. Est-ce que votre liste sera de gauche? Est-ce qu'elle rassemblera diverses sensibilités politiques? Pour être très précis, ma liste est une liste, plutôt notre liste, puisque nous sommes plusieurs, est une liste sans étiquette. Moi, je suis de gauche, je l'ai toujours dit, tout le monde le sait, j'ai été conseiller général socialiste sur le canton de Maurepas. Donc, je suis de gauche et je le resterai. Ce sont mes valeurs. Néanmoins, ce sont des valeurs qui sont intemporelles et qui ne changent pas dans le temps, contrairement à des partis qui sont l'incarnation normalement des valeurs auxquelles on adhère, qui peuvent être changeants, comme vous pouvez vous en douter. Mais aujourd'hui, effectivement, nous sommes sur une liste sans étiquette et que j'ai l'honneur de conduire, et j'ai le plaisir d'avoir des hommes et des femmes qui ont une intelligence d'esprit et une ouverture d'esprit pour pouvoir travailler sur un projet commun, quels que soient les horizons et les parcours qu'ils ont eus. Pour en terminer sur votre question, la liste est composée d'hommes et de femmes qui sont, pour certains et certaines, de gauche, qui viennent de gauche, qui sont encartés, d'autres ne le sont pas, certains et certaines du centre, et d'autres, et ça a été aussi notre surprise lorsqu'on a fait cet appel à un large rassemblement, de droite. Mais ce qu'il convient de dire, c'est qu'ils partagent tous cette idée d'avoir un projet commun bâti autour de valeurs humanistes. Et donc, est-ce que vous revendiquez un soutien, une investiture du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, pourquoi pas? Moi, je ne revendique rien du tout. La nature même d'une liste sans étiquette, si elle ne veut pas se trahir, c'est de rester fidèle à ce large rassemblement que nous avons demandé et qui est en train de se réaliser. Donc, je ne revendique rien du tout. Après, libre à chacun de se retrouver dans les idées que nous défendons. Et à ce titre, peut-être c'est le sens de votre question, nous sommes des hommes et des femmes ouverts. Et nous invitons, lors de notre prochain vœu, un député européen, Europe Écologie Les Verts. Mais s'il s'agissait d'une autre personnalité encartée dans un parti ou non qui adhère à nos idées, nous l'aurions aussi invité. Alors, vous qui avez été dans l'opposition pendant ces 6 dernières années, quel regard vous portez sur la mandature du maire sortant, Grégory Garestier? Je porte un regard assez critique et je me dis aussi qu'il y a un certain gâchis. Gâchis parce que je comprends qu'en 2014, les Morpasiens ont espéré un renouveau puisque nous avons un maire jeune et donc du coup ancré dans son époque. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'urgence de notre époque, c'est la transition écologique et c'est un sujet complètement oublié durant cette mandature. Et ça fera partie de l'un de vos 4 axes prioritaires. Tout à fait. Alors c'était un de nos piliers en 2014 et nous avons créé ce large rassemblement autour justement de l'idée de la transition écologique. Et il y a 5 ans, donc ce n'est pas un effet de mode, on ne l'a pas fait pour les élections municipales, on a construit ce groupe il y a 5 ans. Et donc du coup c'est notre ADN et c'est pourquoi votre première question, pourquoi se présenter, c'est parce qu'il y a des choses à faire et en urgence dans notre ville face au bétonnage que vous avez certainement constaté. Alors le bétonnage qui aussi répond à un besoin en logements sociaux qui sont environ de 18% sur la commune de Maurepas. On sait qu'il y a des impératifs imposés par l'État d'atteindre ces 25% de logements sociaux. Comment justement on apporte une réponse en se pliant aux exigences de l'État sans faire de bétonisation? Il y a un projet d'écoquartier qui est mené à Maurepas. C'est pas une bonne réponse apportée? On a le droit d'être intelligent. Effectivement, les hommes et les femmes ont besoin d'habitat pour se loger. Il n'y a pas de problème sur ce constat-là. Cependant, il faut faire les choses de manière intelligente et construite dans le temps. Aujourd'hui, nous avons construit de manière intense et rapide, à tel point que le bon sens a été oublié. Le bon sens, c'est quoi? C'est toutes les structures qui font force, les écoles, les crèches, les transports, qui n'ont pas été pensées et dimensionnées suffisamment par rapport à cet afflux de nouveaux habitants qui vont arriver. Ensuite, et c'est un peu dommage, sur ce projet qui s'appelle Écoquartier, il aurait
pu être et dû être beaucoup plus ambitieux d'un point de vue écologique et réellement répondre à la norme HQE qu'il ne répond pas aujourd'hui, et nous allons le démontrer lors de nos prochains vœux, et je trouve que c'est un gâchis, et surtout pour les Morpasiens, des problèmes de dimensionnement à venir au niveau des structures locales. Alors 3 autres piliers pour votre candidature, la démocratie, le pluralisme et la justice sociale, c'est ça? Tout à fait. Alors un mot sur la démocratie, c'est quelque chose de très important. Notre beau pays, la France, pays de la liberté, de la démocratie, a, dans ses institutions locales, généré quand même quelques effets qu'il faut corriger. Rien n'interdit aujourd'hui d'avoir un maire élu démocratiquement, mais qui se comporte comme un potentat local et qui fait ce qu'il veut. Le plus emblématique, c'est une caricature qui n'a rien à voir avec le débat aujourd'hui, c'est Balkany qui, d'un point de vue clientéliste, alors qu'il a été élu démocratiquement, se permet de faire un peu ce qu'il veut dans sa ville. Alors, pour corriger cela, ce que nous proposons, nous, dans notre programme, c'est d'avoir une nouvelle gouvernance locale qui associe beaucoup plus finement les habitants au projet et à la vie de la cité. Les budgets participatifs mis en place par la majorité actuelle, c'est pas suffisant? Ce n'est pas suffisant. Alors, le budget participatif, c'était aussi dans notre projet en 2014, mais ce n'est pas suffisant. Nous souhaitons remettre une forme de comité de quartier renouvelé, redistribué, qui n'existe pas aujourd'hui à Maurepas, et qui est, je pense, la base quand même d'une démocratie, et surtout que chaque projet soit étudié dans le comité de quartier, et que les habitants aient la primauté des projets de construction, aient aussi la parole et pourquoi pas la votation sur les sujets d'orientation tels que ça n'a pas été le cas pour la piscine, par exemple. La piscine intercommunale avec Elancourt qui était l'un des sujets phares sur cette fin de mandature. On le disait donc 2 autres axes, justice sociale, pluralisme, c'est ça? Tout à fait. Le pluralisme, vous l'avez compris, notre liste est sans étiquette. Pluralisme, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Pluralisme, ce qui montre d'ailleurs notre ouverture d'esprit. Et je pense que c'est dans l'air du temps et c'est aussi notre ADN. Justice sociale, parce qu'un certain nombre d'habitants, en particulier la jeunesse à Maurepas que nous avons rencontrée au cours de nos nombreux porte-à-porte, se sentent complètement délaissés, perdus. Et ce sentiment est renforcé, encore une fois, par le fait que nous avons un maire jeune. Et les jeunes, en particulier, ne se reconnaissent pas dans ce maire qui... quelque part, les a mis de côté, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent et c'est ce que nous constatons réellement et nous avons des propositions à faire sur ce sujet. Dernière chose, on arrive à la fin de cet entretien, votre prochain rendez-vous de campagne? Merci. Alors le prochain rendez-vous de campagne, c'est lundi 27 janvier à 20h à la salle des Coudrais, rue de Bassigny, où nous faisons nos vœux annuels depuis 5 ans. Et pour cette année, avec la particularité des élections, nous avons invité Mounir Satouri, donc député européen Écologie Les Verts, député européen. Et nous profiterons de cet événement pour donner plus de détails sur la thématique de la transition écologique et nous proposerons des mesures qui sont assez innovantes aux Morpasiens et aux Morpasiennes. Merci Ismail Avan, tête de liste Maurepas, dynamique et solidaire pour ce scrutin. Face à vous, je rappelle qu'il y aura le maire sortant d'Hiver Droite Grégory Garestier, également Michel Chapa, qui est aussi conseiller municipal d'opposition et qui conduira une liste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV78.